Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans Il était une fois le cinéma, le podcast où on parle de cinéma et de séries, mais aussi où on va surtout parler de cinéma, du cinéma de l'angoisse, du cinéma de la peur, de ce qui est plus ancré en vous, des peines et à la fois de la peur qui enrage votre corps, de l'inconnu, du sang et des tripes, parce que c'est toujours rigolo jouer avec le sang. Mais aujourd'hui, justement, c'est pour ça que je vais vous conseiller 3 films tout le long de ce podcast. Trois films justement qui ne dépassent pas les années 2000, pour la simple bonne raison que moi j'entends très souvent dire oui, mais franchement, j'ai l'impression que depuis quand même une grosse dizaine d'années, il n'y a pas eu tant que ça de grands films d'horreur. Donc moi je veux dire comme ça, si, il y en a eu. Je peux en citer quand même pas mal. Alors c'est clair que de genre divers, il y en a eu pas mal. Et surtout avec des influences et des volontés et des sensibilités différentes. Mais si vous restez principalement du côté, on va dire, des sagas les plus connues, c'est-à-dire Halloween, parce que bon, faut le dire, hein, le Halloween de David Gordon Green, c'est clairement pas ma came. Le premier, j'ai une sympathie plutôt, voilà, ça passe, avec le recul. Mais clairement, par exemple, Halloween Kill et Halloween End, mon Dieu, que ça a été éprouvant, que ça a été franchement une expérience de cinéma. Franchement, j'aurais préféré me faire écartiller les ongles de pied tellement que c'était. Bon, après les screens, c'est clairement pas la saga, voilà. Bien sûr, tous les films du James Wan Cinematic Universe, avec tout simplement les Conjuring, avec les Insidious, avec les Nonnes et tout le tintouin justement du Conjuringverse. Donc voilà, il y a tous ces films-là qui, pour dire oui, mais si c'est du cinéma d'horreur, oui, mais c'est le cinéma, on va dire, le plus grand public. À un moment, le cinéma d'horreur, ça reste quand même quelque chose qui doit aller du fin fond du underground. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Alors c'est clair que les affiches que je vais vous montrer, c'est des films qui sont accessibles. C'est des films qui sont accessibles soit sur des plateformes, soit tout simplement euh, en DVD Blu-ray ou des trucs qui sont facilement accessibles. C'est-à-dire que là, si vous les commandez ce soir, je pense que vous les aurez dans la semaine et que ça va vous permettre grandement de pouvoir de vous amener quelques films d'horreur pour vraiment profiter de ces films. Parce qu'en fait, le cinéma d'horreur, c'est plus qu'un cinéma, on va dire, bâtard, comme certains diront. Pour moi, c'est un cinéma qui est très profond, c'est un cinéma qui a beaucoup de qualité, c'est un cinéma qui, justement, est propre à l'expérimentation. Et qui, aujourd'hui, je pense qu'au vu de certains, c'est surtout on va dire, des montagnes russes émotionnelles. Alors, le cinéma d'horreur a cette idée-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il est simplement à base de jumpscares, d'actions faciles en fait. Il doit rentrer dans un cahier des charges pour derrière pouvoir remplir, on va dire, le cadre. Mais moi, clairement, il y a des films comme ça que je ne peux pas. Genre, par exemple, les derniers screens, je trouve ça. Ouais, ok, tiers moins. L'Halloween, j'ai donné mon avis. Après, voilà, après les grandes licences de l'horreur, aujourd'hui, pour moi, sont périclitées. Il faut regarder ce que ça a donné Freddy à un moment des années 80-90. Il faut regarder ce que ça a donné aussi Halloween. Hein. Halloween, il n'y a pas eu que ça. Hein. Halloween, il y a eu quand même, on va dire, allez, le Halloween de Carpenter qui est culte. Le 2 qui suit pas trop mal, parce que le réalisateur a fait de la merde. Donc Carpenter a refait des scènes pour rajouter un peu de tension. Le 3 que moi je trouve totalement sous-estimé, le 4 que je trouve totalement sous-estimé, parce que je trouve qu'il mélange bien dans l'idée de Carpenter, enfin dans ce qu'il a amené à partir du 2, et derrière, après bon, c'est la péninade, le coup de la secte, voilà, et Halloween 20 ans, et tout ça, c'était éprouvant. Très éprouvant. Donc du coup, clairement, c'est tout cet aspect-là, justement, de cinéma qui aujourd'hui est compliqué. Freddy, c'est pareil. Jason, je pense que c'est le pire hein, derrière, avec tout ce qu'il a eu sur la gueule. Si vous regardez bien, Jason, c'est clairement les films, on va dire, les moins bons. Moi, perso, il y a quelques volets que j'aime bien. J'aime bien le premier, j'aime bien le 3 ou le 4, je sais plus, je crois que c'est le 4. Après, franchement, Jason X où il va dans l'espace, tu regardes ça avec un pack de bière avec des copains. Donc voilà, il y a clairement cette sensation de se dire que tout simplement, le cinéma, ça évolue. À un moment, on a eu une période, notamment en France, où on a eu, justement, je vais défendre un peu ma patrie de cinéma français, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui ont fait du cinéma de genre très intéressant, et je vais pas parler de la vague actuelle, parce que je pense que ça peut faire sujet d'un prochain podcast,
Parce que pour partager mon avis, mais ça ne restera que mon avis sur tout ce que ça amène d'un point de vue de comment ces films sont faits, comment la manière dont les thématiques sont abordées. C'est des films voilà, que moi je trouve. Voilà. Je ne dirai rien pour l'instant, on gardera pour un prochain podcast. Mais donc voilà, il y a quand même des réalisateurs, justement des French Frieurs. Je pense à Julien Moret-Bostillo, Pascal Laugier, et tous ces réalisateurs-là qui ont eu la possibilité de faire des films d'horreur et justement qui ont laissé des films d'horreur qui ont marqué, je pense, globalement le grand public, enfin les fans de genre. Alors que, malheureusement, ils ont souffert, je pense, que d'un manque de communication, d'un manque de... Regardez, c'est des films d'horreur, c'est cheapos, alors que vous regardez à l'étranger, du côté de l'étranger, c'est des films qui sont relativement cultes, beaucoup plus cultes que beaucoup de films français. Donc c'est important de souligner ce point-là et de soutenir nos créateurs de genre qui tentent vraiment de tenter des histoires extraordinaires. Je pense par exemple à Julien Maury et Alexandre Bostillo là, qui vont ressortir bien la prochaine fois un film. J'attends toujours leur film avec impatience parce que surtout ils arrivent à faire une belle petite carrière avec tout ce qu'ils amènent, tout ce qu'ils font, et franchement c'est un gros respect que j'ai à eux. Et du côté des États-Unis, il y a eu une nouvelle vague, on va dire, avec un peu plus autorisante, entre guillemets, avec les David Robert Mitchell, les Robert Eger, les Ari Aster, et pas mal de nouveaux réalisateurs qui veulent tenter des choses du côté de l'horreur. Mais bien sûr, tout ce que je veux vous conseiller, c'est d'aller dans les festivals de cinéma de genre, peut-être trouver aussi les réals de l'avenir dans ce domaine, ou simplement un moment qui vont peut-être bifurquer sur quelque chose d'autre. Comme l'a pu faire Guillermo del Toro, qui est un cinéaste de genre d'une certaine façon très ancré, encore aujourd'hui d'une certaine façon, mais qui se sont plus assagis avec le temps, dans le fond, la forme. Donc voilà, c'est une volonté justement d'apporter aussi du cinéma autre. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter 3 films pour Halloween. 3 films totalement différents dans leur facteur émotionnel et dans la construction justement de la peur. De la peur justement qui est très intéressante. Alors ça sera peut-être un podcast beaucoup plus court que les autres, parce que simplement à un moment, on peut pas bifurquer pendant 50 ans sur un sujet. Mais même si je pourrais, si j'aurais les droits, pas comme YouTube, maintenant qui commence à péter les noix à chaque fois que tu mets une image ou tout ça, ça devient c'est enfer. Alors que bon, mais maintenant, c'est ça d'être dirigé par des entreprises américaines, donc tu vas avec les mœurs qui vont avec. Donc voilà, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, c'est pour ça que je suis très content de pouvoir vous présenter, en tout cas, ces films. Et le premier film de cette sélection, ça sera À l'intérieur de Julien Maury et Alexandre Bostillo, qui... Ah, putain, qu'est-ce que j'aime ce film. Qu'est-ce que j'aime ce film. Alors, sachant que je vais vous dire une chose, c'est un des premiers... C'est des premiers films que j'ai vus au cinéma d'horreur. Pur tout seul, où j'ai pu y aller. J'avais vu quelques temps avant Shaitan. J'ai eu la chance d'aller voir Shaitan de. Comment il s'appelait déjà ça va me revenir. De Kim Chapiron, qui est un film que j'ai beaucoup apprécié à l'époque, que je trouvais très intéressant d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue justement de comment amener la peur, de comment amener beaucoup de choses très intéressantes à mon goût. Du coup, après derrière, il y a eu pour moi ce qui a été un véritable traumatisme, qui est Martyr de Pascal Laugier. Ça se joue à 2 ans d'intervalle. À l'époque, j'ai 14 ans en 2006, 15 ans en 2017 et 2018, j'ai 16 ans. Donc voilà, je commençais à peine à avoir l'âge d'aller voir Martyr, mais ça a été parmi, pour moi, des plus gros traumatismes que j'ai eu dans ma vie de jeune cinéphile de l'époque. Parce que c'est l'époque où, tout simplement, j'évoluais, je grandissais, j'allais tout seul au cinéma. C'est mes premiers amours. Et la chance au cinéma de certains quartiers de la région parisienne, enfin certains quartiers autour de la région parisienne qui étaient d'un laxisme que je trouve génial aujourd'hui, qu'on pourrait des fois limite pas, peut-être aujourd'hui, parce que je sais pas si on fera plus attention à tout ça, un môme, peut-être s'il est avec ses parents, ils vont s'en battre les steaks, mais globalement, moi je trouve que c'est maintenant ils font peut-être un peu plus attention, parce que justement il y a eu des parents qui se sont plaints. Donc du coup, ça parle de quoi
à l'intérieur de Julien Moret et Alexandre Bostillo. Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de voiture, Sarah est seule et malgré une mère omniprésente et toute seule, enceinte, elle passera son réveillon de Noël dans sa maison. Tout est calme jusqu'au moment où quelqu'un vient taper à la porte. Derrière, une femme prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle. Donc vous sentez qu'on a rempli du moment de joyeux de Noël, et pourtant on est bien proche d'Halloween. Et d'Halloween, pourquoi ? Pour du sang et des tripes, et c'est pas du monde parce que c'est simplement un des premiers films d'un duo que je vous ai dit avant, qui est pour moi exceptionnel, qui est un duo de réalisateurs qui travaillent toujours ensemble, qui est le duo Bostillo et Mori. Bostillo et Mori, c'est un duo de réalisateurs franchement très intéressant. Ils ont toujours su, pour moi, amener du cinéma de genre à la française, mais toujours pour créer des mythes et amener toujours plus loin l'histoire, et enrichir notre cinéma hexagonal de sang, et je trouve qu'ils le font très bien, que ce soit de l'intérieur, à Lévi, qui est quand même un des plus violents qu'ils ont fait, Lévide qui parle un petit peu notamment de la danse, très Suspiriaesque, mais un peu plus dans une nuance un peu plus gothique, un peu plus sombre justement, qui parle notamment de la maltraitance des enfants et tout ça. The Deep House, justement, qui est très intéressant, qu'ils ont tenté de faire un film d'une maison hantée sous l'eau, et franchement, c'était au moins très audacieux, vu le budget qu'ils ont eu. Candy Shah, qui malheureusement, Deep House aussi, Deep House qui a eu une droit de sortie cinéma, Candy Shah, ce qui n'a pas eu le cas, parce qu'ils ont fait back-to-back, ils ont fait 2 films en un an. Mais du coup, derrière, en fait, le truc, c'est que Candy Shah, en fait, il a le droit juste à une direct ou DVD de la part de M6, malheureusement. Et c'est dommage parce que c'est des films qui tentent beaucoup de choses, qui sont très avenants, qui n'ont pas peur de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et Candy Shah, ça parle notamment de Candy Shah. Pour ceux, si vous avez des amis marocains, dites-leur Candy Shah, c'est un truc qu'ils connaissent, c'est un truc justement, c'est l'équivalent de leur Dame Blanche. Et même si c'est un film qui est vraiment petit budget, où tu sens qu'il y a eu des restreintes économiques, c'est un film où je dis au moins ça pue de mise en scène, une volonté d'exprimer quelque chose, et voilà. Aux yeux des vivants qui est un petit peu vraiment dans la lignée de l'intérieur, tout l'aspect de la maternité, de l'enfance et tout ça. Et ils ont fait notamment The Leatherface aux États-Unis, voilà, qui est un film que moi perso je trouve très intéressant quand il est monté bloc to bloc avec toutes les scènes qui n'ont pas été coupées, parce que le film a été massacré, faut le dire. C'est un film qui a été globalement, charcuté comme pas possible à cause du studio, et que voilà. Donc du coup, Alexandre Bostillo, c'est quelqu'un quand même qui a un très 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 gros passé dans le genre, qui est notamment projectionniste, qui a été projectionniste, qui a été journaliste chez Mad Movies, voilà, donc qui a quand même un gros papier justement journalistique derrière. Et du coup, il va rencontrer Julien Maury, avec qui a sorti de plusieurs courts-métrages. Excusez-moi, c'est l'hiver, c'est l'automne, ça arrive, on a le nez pris comme pas possible. On fait comme on peut, hein. J'ai qu'un pif quand même, les gens. Donc voilà. Du coup, ce film, justement à l'intérieur, c'est leur tout premier, c'est un film qui, en fait, où je pense que c'est un film, parce qu'ils sont jeunes à l'époque, ils le réalisent en 2007, donc ils l'ont tourné vers 2006. Ils sont ils ont 31 ans, ils sont très jeunes encore, ils ont mon âge. Ils font le film, ils ont mon âge. Donc voilà, rien que ça. Et du coup, derrière, c'est très intéressant. C'est très intéressant. En fait, c'est un film qui a besoin d'extérioriser tout ce qu'ils ont besoin, justement, d'amener en termes de cinéma, en termes de volonté artistique. Et c'est un film, justement, avec un très 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 beau casting, qui est notamment, je peux souligner, Alison Paradis. Alison Paradis qui joue très 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 bien dedans, qui est franchement une très 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 bonne actrice. Qui pour un premier, parce que moi c'est un des premiers films où je la voyais, et après je l'avais vu dans une série, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Kui, qui était sorti sur Netflix à une époque. Moi ça me faisait hurler de rire. Alors les 2 premières saisons étaient quand même très drôles, mais après derrière je me souviens que clairement c'était c'était un petit peu compliqué. Je crois sur la saison 3 ça parlait de secte, ou truc comme ça, voilà, ça part en couille, alors que vraiment à l'intérieur là elle a ce côté froid, un petit peu froid, resserré sur elle-même, une innocence chez elle que je trouve plus chez elle limite que chez sa sœur Vanessa.
voilà, qui est une très bonne actrice, mais voilà, je sais pas, j'ai toujours une petite sympathie pour sa sœur qui... Il y a une attache, voilà, c'est comme ça. Donc, et derrière, justement, il y a aussi une très 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 grande actrice qui va sublimer le tout, qui est Béatrice Dalle, qui est une actrice que moi, perso, j'adore. J'adore Béatrice Dalle. Béatrice Dalle que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était pour la projection de Lux Eterna sur Paris où j'ai pu lui faire signer quelques trucs et on a pu parler un petit peu. Et clairement, c'est une actrice que, en dehors de tout ce qui est fresque et tout ça, que moi je trouve qui a un talent incroyable de jeu, il y a une intensité dans son jeu, sa manière d'être, elle sait jouer d'une innocence à la peine, mais c'est tout ça de manière naturelle. Alors certains vont dire oui mais voilà, là, non mais je m'en sens bats les couilles de son ton. Moi dans 13-7-2 le matin, elle me fait frissonner dans Lux Eterna, je la trouve. Elle arrive à franchir une folie et à l'intérieur, elle a une folie chez elle et une tendresse qui sait manier. Parce qu'on parle vraiment d'un film qui parle tout autour de l'enfance, en fait, de l'enfance, c'est-à-dire de ce que c'est de perdre un enfant. De perdre un enfant et d'avoir un enfant. Et c'est une notion, justement, pour ça que le titre s'appelle À l'intérieur, et que justement c'est très intéressant. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder le making-of qui est disponible sur YouTube, dans son intégralité, qui est un très beau making-of de comment on fait un film. Avec peu de moyens, et voilà, et moi je trouve ça génial. Et tu sens ça respirait un peu quand même, globalement, un peu le bonheur sur ce tournage. Et du coup, à l'intérieur, c'est vraiment un film que je trouve très intéressant sur plein de choses, parce qu'il tente vraiment énormément de choses dans sa volonté d'amener quelque chose de nouveau, je pense, dans le cinéma de genre français. Alors pas nouveau par certains au niveau des années, me dire oui mais il y a quand même du gore, du slasher. Non, je pense qu'il y a vraiment une sensibilité très française. C'est-à-dire d'amener cette thématique de l'enfant, justement, d'amener un accident, de dire que justement dans cet accident, il n'y a pas eu une personne qui était blessée, de personne d'Alison, mais il y a aussi une personne de Béatrice Dalle. Et ça, on comprend qu'à un moment du film. Et justement, qu'est-ce que ça fait, la perte d'un être aimé est capable de nous faire. Là où Béatrice Dalle va tomber dans la vengeance de la perte de son enfant, Alison, elle, va se resserrer sur elle-même, justement, parce que, tout simplement, elle a perdu l'être aimé. Et c'est ça, un moment aussi, d'amener beaucoup de choses. Et je pense que ça amène vraiment... En plus, c'est un truc que, justement, je trouve très intéressant. Et ce que fait pas beaucoup aujourd'hui le cinéma de genre, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un film que je trouve très découpé dans sa manière d'être, dans sa manière de vouloir raconter une histoire, parce que le cinéma de genre, pour moi, c'est avant tout un cinéma de la découpe. C'est un cinéma, justement, qui doit t'amener, justement, à des sensations très précises, et justement, ça passe par le cadre et l'image. Ce que ne fait aujourd'hui, pour moi, très peu de films. Par exemple, pour ceux qui ont suivi certains de mes avis, que ce soit critiques ou d'autres, à un moment, t'as des films pour moi qui sont ratés parce qu'ils sont pas bien cadrés, ils sont pas amenés, et justement, tu sens pas cette science du cadre qui est hyper important et d'amener le cinéma, de pousser le cinéma, parce que le cinéma, c'est certes, certains vont dire un scénario, mais c'est aussi des images et comment les amener. Et Julien Maury, alors certes, ils sont pas aussi expérimentés qu'aujourd'hui, mais je trouve qu'au globalement, il y a cette sincérité dans tout ce qu'ils entreprennent et que c'est vraiment cette envie de rendre l'amour au genre, de rendre l'amour à un certain type de cinéma qui aujourd'hui ne se fait quasi plus et de manière presque artisanale. Parce que ça vraiment, si vous regardez un peu le making-of, vous allez voir que ça se fait clairement d'une certaine manière très artisanale, d'une envie de montrer ce côté, tous les effets pratiques. Il y a quelques effets numériques, voilà, très simples. Pour 2007, hein, attention. Mais clairement, aujourd'hui, moi j'adore ces effets spéciaux pratiques. Ça sent la texture, ça sent la matière, il y a tout ça. Vous entendez à ma voix l'amour que j'ai pour ce film. Je pourrais y parler des heures. Je pourrais y parler des heures de Julien Maury et Alexandre Bostillo. Et j'attends Le Mangeur d'âme que je viens de voir, je tout sur m'informer, qui devrait sortir en 2024. Et j'attends avec impatience, si Julien Maury et Alexandre Bostillo vous m'attendez. Franchement, c'est des films à voir. Mais regardez, quasi pour moi, je peux même vous conseiller toute la filmographie de Julien Bourré et Alexandre Bostillo, de Livy jusqu'à The Deep House, de Candy Shah. Et alors certes, certains vont dire oui, c'est pas les films du monde, mais pour moi, c'est des films d'artisans. C'est des films de gens honnêtes qui aiment le cinéma. Et franchement, je leur conseille, je leur donne beaucoup de chance à l'avenir parce que c'est des brillants réalisateurs. Et j'espère qu'ils ont... Et après, ils font des tout petits films aujourd'hui à petit budget. Je crois que ça dépasse rarement les 2 millions d'euros. C'est pas des films qui sont ultra chers. Mais c'est des films qui ont une générosité et un cœur, mais énorme. Mais énorme. Et franchement, ça vaut largement le coup.
Ça vaut largement le coup. À l'intérieur, ça sera un film qui, je pense que ça peut perturber, je pense, autant certains hommes pour la violence, mais je pense que certaines femmes et l'aspect de se rendre enceinte, d'être enceinte et tout ça, je pense que ça peut leur amener une peur supplémentaire. Une peur justement qui n'est propre qu'à ça, qui n'est propre qu'à cette forme justement, parce qu'il n'y a que des femmes qui connaissent cette sensation qu'être enceinte. Donc clairement, je pense que ça peut, je sais pas, chez elles, ça peut leur amener à certains trucs. J'en ai jamais parlé avec certaines personnes qui ont de la gente féminine, qui ont vu ce film. En tout cas, si vous avez cet avis-là, dites-moi ce que vous en dites dans les commentaires, parce que justement, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Du coup, voilà. C'est vraiment pour moi un truc qui peut être très intéressant. Du coup, on a fini avec ce premier film. On va passer du côté des États-Unis. J'aurais aimé parler un petit peu plus du Japon et tout ça, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de rester quand même sur quelque chose de très, on va dire, occidentalement normé, on va dire, entre guillemets, pour la simple bonne raison que, voilà, j'ai envie de parler du film, voilà, qui sont accessibles, parce qu'il y a des films japonais, c'est clairement chialé pour les avoir. Il y a des films, c'est même pas la peine je vous ne tenterai même pas la peine d'essayer, vous allez prendre des plombs pour essayer de les trouver. Donc voilà, on reste essentiellement à du petit film artisanal. Donc du coup, le prochain film, ça sera un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Robert Egger. Waouh, 2016. Waouh. Alors, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, je suis en 2015. Je prends ma carte UGC limitée, qui est peut-être un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, parce que si vous habitez à Paris, si vous habitez sur Paris, si vous habitez du côté de la région parisienne, franchement, c'est le meilleur achat que vous allez faire de votre life. Parce que vous avez une possibilité incroyable d'accès à des films. Et notamment, c'est dans ce contexte-là, je prends ma carte UGC mi-2015, c'est-à-dire vers à peu près août-juillet. J'entre en école en 2015 et je me tape des films à la pelle. Je vais 4-5 fois au cinéma. J'en vois beaucoup, hein. Et pourtant, je voyais tout. J'allais tout voir. Et je suis allé voir Blair Witch, hein, pour vous dire, hein, le remake. Perso que je trouve un peu flingué. Mais globalement, je vois des films aussi qui sortent du lot. Et là, je me découvre de nouveaux cinémas. Un cinéma indien très intéressant. Et notamment aussi des films d'horreur totalement différents comme The Witch. The Witch, pour vous dire, on était 4 dans la salle. Et pourtant, pour moi, c'est un film qui dure 1h30, qui est accessible et qui vous amènera, je pense, dans une vallée dérangeante très intéressant. Du coup, ça parle de quoi ? Nouvelle-Angleterre, 1630. William et Catherine, un couple des voix, s'établit à la limite de la civilisation. Envoyant pour cultiver un lopin de terre au milieu d'une étendue encore sauvage, ils mènent une vie piteuse avec leurs 5 enfants. Mais lorsque leur nouveau-né disparaît mystérieusement et que les récoltes sont soudainement gâchées, ils se dressent les uns contre les autres. Et justement, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Le pitch que j'ai trouvé, globalement, résume en très gros bref, mais c'est le pourquoi. En fait, c'est tout l'aspect, justement, vous êtes en 1630, en Nouvelle-Angleterre. Vous êtes dans une époque où vous n'avez pas des réseaux sociaux, vous n'avez pas de choses, où vous pouvez simplement, vous vivez à travers votre religion et les mythes. Et les mythes, justement, c'est ça qui, je trouve fantastique, parce qu'on retourne sur des récits qui croient profondément en ces mythes. Ces mythes qui, aujourd'hui, pour moi, malheureusement, existent très peu aujourd'hui. Alors que, justement, je trouve ce qui crée l'imaginaire, c'est avant tout des légendes. Et des légendes qui vont te permettre de développer une certaine vision du monde. Alors, tu peux y croire à un moment, comme tout le monde. Beaucoup de gens croient au Père Noël, et à un moment, tu n'y crois plus, parce que voilà... Mais je trouve que c'est bénéfique, justement, à un moment d'y croire, parce que ça te développe une certaine imagination et de croire en certaines notions. Mais voilà, faut pas leur dire « Non mais ça n'existe pas !» Faut pas dire comme dans ce sens-là, faut dire ce n'est pas des choses qui, justement, qui vont te... En fait, qui, justement, c'est pas qu'ils n'existent pas. C'est simplement qu'on te dit ça pour te donner du bonheur. Et là, comme un apport, c'est comme la sorcière. Les sorcières, c'était notamment... Des femmes qui avaient une certaine anticipation, la sorcière dans l'un du film, et qui justement se décataient des carcans. Et qui avait des dons notamment pour soigner, justement. C'est comme par exemple, un peu dans la chrétienté, vers la fin du Xe siècle, XIe siècle,
T'avais notamment chez tout ce qui était lié aux Vikings, justement, enfin l'ère viking, c'est-à-dire t'avais le mythe de la Volva. La Volva qui était une équivalent on va dire, de la sorcière chez les Vikings, qui avait un temps de prédire ce qui allait se passer, qui avait un don de soignant, qui accouchait les femmes. Et justement, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'elles avaient une place respectée dans la communauté. Les sorcières, c'est à l'opposé, sous la chrétienté, quelque chose dont elles n'ont pas été respectées. Et ce film, notamment, traite ça, je trouve, avec beaucoup de subtilité, parce qu'on voit très très peu les sorcières. On les voit très très peu. On voit surtout ce qui est le cœur de l'époque, c'est-à-dire la famille. C'est-à-dire un couple avec leurs enfants qui vont tenter de vivre de manière pieuse, mais qui malheureusement, derrière, vont se restreindre justement à cette sorcière. À cette sorcière, et justement ce qui va amener tout l'aspect du malin. Et là, c'est une peur qui sera pas beaucoup plus radicale et violente que celle de l'intérieur. On va très loin de ça. On va plus du côté du surnaturel et du hors-champ. Alors, on en voit très peu, mais on voit justement à quel point le malin peut posséder les gens, et le doute et la peur peut amener aux réactions les plus horribles. Je pense au personnage de la mère qui est beaucoup plus en retrait, le personnage de Catherine qui derrière va perdre son enfant, va sombrer dans une folie au point de voir son enfant et se faire bouffer littéralement d'une certaine façon, de haïr ses enfants, alors de ne pas les croire, alors que le but d'un parent c'est quand même de protéger ses enfants. Et qu'en fait, à un moment, ses parents, sous la peur de la foi et de ce qui peut leur faire du mal, vont expulser ces enfants. Vous n'êtes pas moi, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes... Voilà. Alors que si ils auraient été aimés, ces enfants, ils n'auraient pas forcément eu la même réaction. Ils n'auraient pas eu la même chose. Et c'est ça qui en fait un film intéressant. The Witch, c'est en plus un film qui est très bien réalisé de la part de Robert Eggers, qui d'ailleurs par la suite fera The Lighthouse et pour moi The Northman, qui sont pour moi de très bons films, et qui franchement vous amènera dans une... je vous avais parlé de lenteur, de lenteur un peu expérimentale, qui vous amène dans une nouvelle perception du temps dans le film de Scorsese, dans The Killer in the Flower Moon. Bah, vous êtes clairement sur 1h30, vous êtes dans The Witch, vous êtes à peu près dans le même cas. Alors c'est un peu plus speed, et justement qui est très intéressant, c'est que le temps passe comme si le temps passait un peu comme à l'époque. Après, au fur et à mesure, accélérer pour sombrer dans une certaine folie qui est propre à lui. Et moi, justement, en plus, extraordinaire à l'époque, parce que en dehors du casting de Ralph Ineson, qui joue un père, mais moi, franchement, il me fait flipper comme pas possible, dans ses réactions, sa manière d'être. Kate Dickie, qui joue la mère, qui, franchement, est crisante d'angoisse. Mais c'est surtout aussi une actrice qui aujourd'hui, on va pas se leurrer, hein, c'est peut-être pour moi la meilleure actrice du game, hein, franchement, si vous regardez sa filmo, passant de The Witch, allant chez Edgar Wright, chez M. Night Shyamalan, voilà, qui normalement devrait revenir pour Furiosa, qui a joué aussi dans le Secret des Marrowbone, qui a joué dans pas mal de films franchement hyper intéressants. Je vais parler bien sûr de Anya Taylor-Joy, qui est l'actrice, peut-être actrice avec un grand A, qui montre toute la panoplie de son talent et sa manière d'être. Alors certains vont dire oui, mais aujourd'hui je trouve qu'elle joue... elle reste beaucoup dans son étreint et tout ça. Mais c'est pour ça que par exemple j'adore la voir chez Robert Eggers ou chez Edgar Wright, parce qu'elle sort un panel de jeux totalement différent. Et c'est une actrice qui, je trouve, elle a que 27 ans, et je suis très curieux de voir dans les prochaines années comment elle est. Moi, je l'avais connue à cette époque en 2015 avec The Witch, 2015-2016 avec The Witch. Et franchement, c'est une nana qui est destinée à un très 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 grand avenir, et qui franchement peut amener beaucoup de choses au cinéma. Je pense qu'elle va tourner avec des très bons réalisateurs, et elle va avoir ce côté un peu DiCaprio, c'est-à-dire elle va amener une certaine... comment dire, une gage de qualité à des films. Elle choisit très bien ses films, et en plus c'est toujours marrant de dire que dans Mario Bros c'est elle qui joue la princesse Peach. Mais voilà, c'est une très bonne actrice qui, je pense, vous ensorcellera dans The Witch, ce qui vous amènera une autre expérience, parce que c'est elle le personnage principal, c'est elle que vous voyez en premier, c'est elle le cœur de l'histoire, c'est pas ses parents. Mais vraiment, même si la famille est très importante, c'est elle qui va subir tous les blafazons, justement, celle qui va se faire huer, insulter
Tout simplement parce que tout simplement, bah, c'est elle qui justement qui perd son petit frère. C'est elle qui va être accusée de sorcellerie, d'avoir le malin en elle, alors que tout simplement, elle fait tout pour être appréciée et aimée de sa famille, même si elle veut peut-être un peu plus que sa condition de femme. Et derrière, justement, ce qui lui va justement de plus attiré par le malin à la fin, au final. Et c'est ça que je trouve ça très beau, et de montrer qu'en fait, limite, tu peux être attiré par le malin. Et que ce malin peut être limite plus doux que la religion en soi. Donc voilà, c'est un film que moi je vous conseille vivement le visionnage. Parce que c'est un film qui peut être très intéressant, c'est un film qui a beaucoup de capacités de lecture, qui justement vous offrira peut-être une nouvelle vision de cinéma. C'est certes un cinéma beaucoup plus exigeant et moins radical dans la violence peut l'être à l'intérieur. Mais clairement, c'est un film qui est très intéressant, qui vous offrira, je pense, une expérience que vous ne verrez jamais. Alors peut-être The Lighthouse, c'est aussi l'expérience extraordinaire, c'est Norman pareil, mais je pense que c'est pour ça que moi, Robert Eggers, du trio, même si j'aime beaucoup David Robert Mitchell, mais j'attends avec impatience le prochain projet de David Robert Mitchell, dont je vais regarder tout de suite pendant que je vous parle, qui sont des réalisateurs que je trouve qui ont beaucoup de talent, dont... Voilà, mais Robert Eggers a eu beaucoup plus, on va dire, le succès critique beaucoup plus accentué que David Robert Mitchell, qui lui, par exemple, It Follows a beaucoup marché. Unsensible Lake a peut-être moins marché parce que beaucoup plus compliqué à cerner, beaucoup plus compliqué à amener. Là, ça fait déjà 5 ans qu'on attend, parce que là, apparemment, il prépare un film avec Anna Hathaway et des dinosaures. Donc moi, perso, je suis pressé de voir ça. Oscar Isaac aussi, voilà. Donc c'est un inspecteur qui, justement, ça parle notamment de super-héros. Donc moi, je suis curieux de savoir si le film va se faire, en tout cas, ou s'il a été fait. En tout cas, moi je suis vraiment curieux, parce que David Robert Mitchell, c'est un mec qui a 49 ans, c'est un mec qui a beaucoup de potentiel. It Follows, malgré les défauts, et certains disent des défauts, des qualités, c'est pas un film qui au moins qui te propose vraiment quelque chose d'un point de vue de l'horreur. Et Unsensible Lake, c'est un cinéma qui justement qui est très profond, je pense, et qui mérite beaucoup de niveau de lecture. Et moi, c'est un cinéma que j'adore et que j'ai beaucoup aimé. Et Robert Eggers se situe pour moi juste à égalité ou derrière. Robert Eggers, c'est clairement un film réalisateur dont je pense vraiment beaucoup de bonnes choses. Plus que Ari Aster, j'ai beaucoup aimé Midsommar, j'ai beaucoup de réserves sur Hérédité. Et comment il s'appelle le dernier Ah putain, j'ai un trou. Ça va me revenir, Buzz of Prey, qui est clairement pour moi... Je suis beaucoup plus fan limite de ses courts-métrages. Ou Buzz of Prey, je trouve ça... J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup Joaquin Phoenix qui se regarde un peu le nombril et qui se branle un peu. Ce que je lui reproche depuis pas mal de films, on va dire. Moi, j'aime bien les films où il est cadré, où il est calibré, et voilà. Mais ce n'est que mon avis. Partagez votre avis dans les commentaires. Midsommar, pour moi, ça a été un très... Certains disent que c'est pas un film d'horreur. Pour moi, c'est un film d'horreur. D'une certaine façon, c'est un peu cette horreur un peu plus élevée d'un point de vue plus sensoriel que radical, horreur. Mais voilà, donc c'est mon avis. Si vous êtes, dites-moi vous sur ce trio que je vous ai amené, celui que vous préférez. Et en tout cas, c'est toujours intéressant de voir des réalisateurs qui nous amènent des visions différentes. Et le dernier, Ghostland. Alors certains vont dire, oui, tu t'es pas foulé, tu fais quand même du franco-français. Ouais, alors déjà j'ai envie de dire franco-canadien pour Ghostland. Mais franchement, et surtout, je vous montre les films. Les frères, je vous regarde les sœurs aussi, bien sûr. Voilà. On reste sur des films qui durent 1h30. Et putain que ça fait du bien. Des films qui durent largement moins de temps que des films de 2 heures. Il y a des moments, des films de 2 heures, 2h30, ça me fait clairement péter un câble. Pour la simple bonne raison que... ça me fait péter un câble pour la simple bonne raison... Mais en fait, qu'à un moment, des films longs auxquels Scorsese c'est une exception, certains films genre
Mais clairement, t'as les films, tu sais que tu peux les raccourcir, mais tu le fais pas parce qu'ils veulent l'âme pousseur, action, voilà. Mais à un moment, un film d'1h20, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit sur ma vidéo, mon dernier podcast, je trouve que Mario Bava, moi c'est bien parce que ça dure 1h30. Simple, concis, une histoire, pas prise de tête. Et à un moment, ça fait du bien des histoires. T'aimes bien les histoires complexes, mais à un moment, t'as envie des histoires simples. Et Pascal Logier revient à amener une histoire légèrement complexe avec une histoire simple. Et oui, parce que Ghostland, c'est quoi? Parce que primé à Gérardmer, Pascal Logier qui nous a sorti pour moi parmi les meilleurs films d'horreur. Les meilleurs films d'horreur, ah oui. Parce que Saint-Ange, qui lui est moins aujourd'hui, parce que voilà, il dit que ça fait film de puceau. Moi, je trouve que c'est quand même un bon film de puceau. C'est un film qui offre de très 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 bonne générosité cinématographique. Je peux parler aussi de Martyr, j'ai hésité à parler avec Martyr, mais j'ai envie de vous offrir une autre panel différente que Martyr, parce que beaucoup plus proche à l'intérieur, dans sa radicalité, sa violence, sa manière d'être. Voilà. Et du coup, et après il y a The Secret, qui est pour moi beaucoup plus proche du thriller que du film d'horreur, même si ça se rapproche un petit peu dans certains moments. Mais globalement, je suis beaucoup plus fan de Ghostland pour vous présenter ça, parce que ça parle de quoi? Du coup, j'y arrive enfin. Pauline hérite d'une maison après le décès de sa tante. Elle y vit avec ses 2 filles. Cependant, lors de la première nuit de la maison, des assassins entrent chez elle, et Pauline doit tout faire pour sauver ses filles. Cet événement va traumatiser la famille et affecter les 2 jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Et justement, là le film va se passer justement sur une certaine radicalité chez Pascal Logier, c'est-à-dire qu'on nous présente très vite les personnages. On a un personnage que moi, qui aiment beaucoup, je crois que c'était Lovecraft. Et du coup, c'est ce côté un peu geek. Moi, j'en toi, parce que j'ai bossé à l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation, et notamment maître des Zatna, j'en ai connu des gamins qui sont geeks. Mais geeks dans le entre guillemets, moi je vais pas dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il pack pas un arme, il pas petit joue à Candy Crush sur son téléphone ou autre chose, un jeu comme ça. Mais c'est plus le geek, on va dire, un petit peu pop culturesque, c'est-à-dire qu'il va chercher un peu du Lovecraft, il lisait du Lovecraft, il avait quoi? Il avait genre 13 ans quoi. Je trouve ça avait tendance à m'halluciner. Donc il y avait une perception de la vie totalement différente et justement qui s'amenait sur des lectures très intéressantes, passant du Lovecraft, regarder déjà des films d'horreur aussi. Et c'était franchement un élève qui était un petit peu exclu, et c'est pour ça que je retrouvais beaucoup de j'ai revu le film il y a pas très longtemps et je me suis dit je retrouve beaucoup de ce personnage dans un des élèves que j'ai eu, et en fait à quel point c'est des gens qu'on considère à part, ils sont étranges et tout ça, ce qui est le personnage un petit peu de la sœur qui est beaucoup plus sociétalement normée, on va dire, et à côté il y a cette magnifique actrice qui est Mylène Farmer, oui parce qu'elle est belle hein, Mylène, hein, franchement faut le dire, hein, à 62 ans, ça reste quand même une des plus belles femmes du monde pour moi. Et surtout que Mylène, c'est en fait en dehors d'une très grande artiste qui a assez allié le gothique à beaucoup de choses très intéressantes. Globalement, elle a franchement une présence à l'écran, elle a une fragilité, une sensibilité que je trouve très douce. Qui passe très bien, mais à la fois elle a pas peur de mettre les mains dans le cambouis quand il faut protéger ses enfants. Et du coup, c'est un personnage que je trouve très 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 bien écrit, de la mère protectrice et de l'impact que ça va avoir sur elle. Et justement, il y a toute une période justement qui va se passer, on va dire un peu plus tard, où tu vas comprendre en fait comment sont perçues justement les réactions dues à cette nuit-là, le traumatisme qu'elles ont eu, sur comment la violence qu'elles ont vécue ce soir-là, et du coup surtout cet aspect justement de Lovecraft entre la vie, la réalité et la fiction. C'est ça que je trouve très intéressant parce que ça parle beaucoup de littérature à un moment dans le bouquin, enfin en superflu, mais globalement ça parle de littérature sur l'impact personnel qu'il y a eu sur l'écriture. Et globalement c'est très 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 intéressant. Et le film est en l'espace de, je crois il dure 89 minutes, donc ça fait quand même à peu près 1h29. Le film ne s'arrête jamais. Il y a un rythme, même dans ces moments de pause, de tendresse, il y a toujours un moment de vie, un moment qui ramène à une essence. Et moi, je trouve ça très fort de la Pascal Logier, qui, je trouve, a fait un vrai coup de maître, dont j'attends avec impatience le projet. Je sais qu'il avait fait une mini-série sur M6
que j'ai trouvé sympathique. Voilà, mais voilà, donc après je sais que c'est la télé, il n'a pas la de sport, là sur cet aspect-là, il avait quand même beaucoup plus de liberté, il a amené une violence que je trouve qui est moins importante que dans Martyr, et moins fantastique que chez dans Saint-Ange, mais je trouve qu'il a réussi aujourd'hui à doser son cinéma, amener son cinéma à une certaine forme de dosage et une certaine forme d'ambiguïté qui amène en fait une étrangeté qu'il n'y a que chez lui. Qu'il n'y a que chez lui et que je ne retrouve nulle part chez un autre cinéaste. Mais globalement, c'est un film que moi je trouve très intéressant. Déjà parce que son casting est quand même déjà Mylène Farmer, parce que Logier avait fait un clip pour Mylène parce qu'elle adorait ses films et donc voilà, ça a matché entre les deux. Et globalement, c'est un film d'horreur psychologique qui marche très bien. Alors pourquoi il est différent de The Witch? Et pour moi, c'est le juste milieu entre À l'intérieur et The Witch. Justement, où tu as cette volonté de raconter quelque chose de profondeur en histoire, de sensoriel d'un point de vue des personnages, comme dans The Witch, l'aspect d'accepter le malin, et justement que le malin encercle ces personnages, et justement à l'intérieur. À l'intérieur qui est beaucoup plus simple, mais qui amène une certaine radicalité dans la violence. Pour moi, on va dire que Ghostland est le parfait milieu, et je pense que c'est pour ça que ces 3 films, je vous les ai présentés, parce que c'est pour moi 3 bons films à voir pour Halloween. Justement, des films qui vont vous amener d'autres visions de cinéma, doivent vous apporter d'autres trucs. Alors j'aurais pu parler de tas d'autres films, mais clairement, c'est ces films-là que je vous présentais. Et en plus, le film, je crois, de Ghostland, c'était un film à 4,5 millions d'euros, qui est que dalle, rien du tout. Le film, alors, en dehors du prix à Jarmet, d'une critique qui était globalement très bonne, hein, franchement, c'est peut-être, je pense, parmi les meilleurs résultats qu'a eu Pascal Laugier en salle. Et derrière, en fait, le film a fini au niveau mondial avec 1,6 million d'entrées. Ce qui fait que le budget est rentabilisé et que derrière, il a pu peut-être faire un peu plus de profit. Mais le film a surtout, quand même, moi je trouve, il a 248 000 entrées en France, selon Wikipédia, c'est ce que je vois. Mais à faire peut-être 2 fois moins en Italie, mais c'est quand même pas mal dans un pays où le cinéma c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, où le film, aujourd'hui, quand je pars à l'étranger, je parle souvent de cinéma de genre avec des gens, et que Ghostland, ils me sortent Martyr. Donc ça montre aujourd'hui que le cinéma français a eu un impact sur une vision de cinéma à l'étranger, de cinéma de genre et tout ça. Et moi, franchement, je trouve ça beau. Donc voilà, c'est des films que je vous conseille. Des films que je trouve intéressants. C'est des films que j'espère vous allez profiter de ces expériences. Parce que ça vaut toujours le coup d'expérimenter le cinéma. Parce que c'est cool le cinéma. C'est beau, c'est généreux, c'est la vie. C'est la vie. Donc en tout cas, joyeux Halloween. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Il n'y a pas de film cette semaine parce que simplement j'avais envie de présenter Halloween et simplement j'avais envie de voir un petit peu autre chose. En salle, je vais surtout voir des vieux films ou des films pas très connus. De toute façon, l'année va aller très 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 vite. J'espère vous produire beaucoup plus de contenu, vous amener sur d'autres thématiques cinématographiques. Et franchement, merci en tout cas pour ce retour. Ou sur la vidéo sur Scorsese, les abonnés qui sont abonnés. Il y a eu un petit flux d'abonnés ces derniers jours. Moi, franchement, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux à soutenir la cause. En tout cas, je vais développer les shorts, je vais faire beaucoup de choses pour développer tout ça. Et j'espère franchement pousser le truc plus loin. Et je vous dis merci à vous. Merci. C'est grâce à vous que ce cinéma peut exister. Et cette chaîne peut exister. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien et joyeux Halloween!